Merci beaucoup. D'accord. Je voudrais remercier les collègues, le Conseil de l'Europe, le professeur Ouedraogo Nazimba pour l'invitation. Tous les ans, je viens au Burkina. Je me considère un peu dévote. Nos concitoyens se sentent mieux quand ils n'ont pas cette menace sur la tête que s'ils tombent malades, ils s'appauvrissent. Alors, qu'est-ce que la CNU? La CNU, c'est que tous les individus sont en mesure de recevoir des services de santé de qualité suffisante pour être efficaces, de qualité suffisante, sans craindre que leur utilisation expose l'utilisateur à des difficultés financières. C'est des dépenses catastrophiques, sans discrimination. Il y aura toujours les riches qui se soigneront mieux que les pauvres, mais il y a un niveau minimal où tout le monde doit pouvoir entrer dans ce système. Équité dans les prestations, qualité. Et vous allez voir que ces deux protections financières et ces trois critères ne sont pas respectés au territoire. Donc toutes les personnes, toutes les personnes ont accès à des services et ne souffrent pas là. Pour promouvoir, protéger la santé et le bien-être. Alors, l'un des moteurs économiques des pays, c'est une CNU efficace. C'est l'un des moteurs de croissance. Ce n'est pas la santé uniquement, ça crée de la croissance. Parce que ça crée le bien-être, ça crée de la productivité, ça augmente la confiance, ça augmente la cohésion sociale. Le politique doit s'en rendre compte. Comment faire? C'est renforcer les systèmes de santé et avoir un système résilient. Tout le monde, riche et pauvre, devrait avoir accès aux soins dont ils ont besoin. C'est une condition préalable à l'épanouissement de l'être humain. Il est difficile de plaider pour autre chose qu'une distribution équitable de la santé, l'équité dans tout le temps et la protection financière. Évidemment, la situation dans le monde aujourd'hui, vous la connaissez, avec les guerres et les conflits. Et quand on regarde la carte, je crois que c'est de Louis Journal, ça, ou de l'ancêtre, l'un des deux, je crois, dans les horizons de 2030, la couverture de 29 à 48%, la couverture réelle, nous allons rester en retrait. Il ne s'agit pas d'un niveau, souvenez-vous, il ne s'agit pas du niveau uniquement, il s'agit de l'équité. L'équité, on peut être tous pauvres, on peut être pauvre, mais de façon, la répartition des moyens est équitable. Et donc notre continent va continuer à souffrir en 2030 de cette absence de couverture universelle qui ne sera réelle ou efficiente dans bien des cas à 48%. En Afrique du Nord, ce n'est pas tellement mieux, c'est de 64 à 67%. Pourtant, vous allez voir que beaucoup de pays ont proclamé et ont déclaré qu'ils avaient la couverture médicale universelle. Alors, où est le piège? Où est le piège? Trois questions. Quels sont les rôles et les responsabilités de l'État pour la santé de sa population? Est-ce que l'État est responsable de la santé de sa population? Quelles sont les responsabilités de l'individu pour sa santé? Quels sont les acteurs tiers acceptables et quel rôle doivent-ils jouer dans la série? J'entends par acteur tiers une caisse d'assurance maladie, une assurance privée. L'absence de réponse formelle à ces questions entraîne une CNU illusoire. C'est politique, c'est de la démagogie. Tout le monde proclame qu'il a une CNU, personne. Des résultats médiocres, souvent associés à une efficacité financière. Donc on a imaginé ça avec ce cube qu'on va trifouiller, c'est pas le Rubik's Cube, mais c'est un cube. Ça, le cube, le volume de cube, on met le cube là-haut, c'est l'argent qu'il y a en commun dans un pays. Là, c'est qui en bénéficie.
pour quel service, à quelle hauteur. Alors ça c'est des fonds communs. C'est plus un cube, ça c'est devenu un trapèze, non? Alors, qui est couvert? Quel service couvrir? Suivez-moi bien. Quel niveau de contribution financière? Qui est couvert? Quel service? Quel niveau de contribution financière? Sous sa forme la plus simple, la couverture maladie universelle est un système dans lequel chaque membre d'une société peut obtenir des services de soins, de santé dont il a besoin sans subir. Donc, qui est couvert? Quel service? Quel niveau de contribution financière? La question... Pourquoi je fais La question, c'est que quand on discute avec les gens, ils nous disent, mais nous avons une cellule. Mais les hôpitaux, c'est nous qui les construisons. Les structures de santé, personne ne paye la totalité des soins. Moi, je contribue. Quand les ministres de la Santé se réunissent, quel est votre problème? Oui, bon, on est un pays pauvre. Bon, il y a quelques personnes qui manquent de couverture, mais la plupart ont une couverture. On ne peut pas empêcher que les riches aient une meilleure couverture. Et puis, les personnes au chômage ou les personnes qui sont étrangères, par exemple, ça c'est un grand débat en France. Maintenant, on commence à toucher à ça. Est-ce que les étrangers, ils ont droit à la couverture ou non? Donc, quand ils vous disent ça, vous dites, ben, il n'est plus universel la couverture. Parce qu'une société, c'est composé de gens, il y en a qui peuvent payer. Donc, de nombreux pays ne couvrent qu'une partie de la population. Et ils essayent d'étendre, mais ils n'y arrivent pas. Ça, c'est la même chose, une affaire de fou. On va passer rapidement. Ici, les dépenses personnelles, elles réunissent ces dépenses catastrophiques, et dans les pays tels que le Bangladesh, le Cambodge, le Ghana, l'Inde, le Vietnam, 50% des dépenses de santé viennent de la poche du citoyen. Des dépenses catastrophiques sont définies quand on dépense plus de 25% des coûts de sa poche. D'accord? Et la couverture ne couvre pas tout le monde. La solution, c'est le prépaiement. La solution, c'est de cotiser au fur et à mesure et n'avoir rien à payer le jour où on est malade. Parce que souvenez-vous, les personnes pauvres, quand elles tombent malades, il y a une faillite familiale, banqueroute familiale, parce qu'on vend le petit commerce, parce qu'on vend les bijoux, parce qu'on hypothèque la maison pour soigner le pneumothorax de la grand-mère ou soigner l'accident immobilier de l'enfant ou vendre le lopin de terre qui faisait vivre tout le monde pour dialyser la sœur, etc., etc. Et c'est une famille qui sort. Donc, le prépaiement, c'est le principe de la couverture médicale universelle. On va se décider ensemble à réunir l'argent au fur et à mesure, quand tout va bien, pour que le jour où il est malade, on le soigne. Ce n'est pas juste une couverture financière. Donc, je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit, c'est un système qui permet un établissement social. Alors, c'est ça ce que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Voilà comment on peut utiliser ces fonds. On peut décider de donner une grande protection, d'accord, à une petite partie de la population, les cotisants. D'accord? On peut décider de donner une protection à une grande partie universelle, souvenez-vous, là, universelle, à une grande partie de la population, mais dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à une qualité des soins ou à une couverture. Donc on décide par exemple de soigner, je ne sais pas moi, 3 maladies, la césarienne gratuite,
l'HTA, donner de l'Aldomène plus l'Azilix, 2 médicaments à disposition gratuits, et puis voilà. D'accord? Et puis les couvertures, on ne couvre pas, au-delà de la chirurgie urgente, on ne couvre aucune chirurgie. Voilà. Ça, c'est une autre façon. Et puis, il y a une autre façon, c'est couvrir un peu de gens, mais donner un peu moins de moyens et offrir un peu plus d'offres. On couvre l'HTA, plus le diabète, plus le paludisme, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, ce fonds commun, théoriquement, le volume de celui-là, le volume de celui-là, le volume de celui-là sont égaux, mais c'est à la société de décider comment le répartir. Évidemment, en termes éthiques, on peut dire que universel, ça équivaut à l'équité. Là, le nombre de maladies couvertes, etc., la bienfaisance. Et là, plus le niveau de couverture est haut, plus l'autonomie du patient est grande. Et rappelez-vous, ça c'est les 3 principes, autonomie, bienfaisance, équité de la bioéthique. Voilà, quel niveau, quels sont les équilibres qui vont faire les assurer. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Il y a... Voilà, c'est ça. Je regarde l'heure. En Tunisie, on a instauré la couverture. Donc on a rempli le mur. On a bien rempli le mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà. Le secteur privé et le secteur public sont rentrés dans la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais le CUR est utilisé à 62% par le secteur privé, qui représente 25% des malades. Et le secteur public utilise, qui soigne 80% des malades, utilise 38% des fonds. Elle va tout de suite réclamer son argent. L'hôpital, le bureau des comptables, il est plein de papiers, le papier ne part pas, la moitié des malades, c'est les cousins des infirmiers et des majeurs, et on est arrivé. Quelle est votre réflexion par rapport à cette répartition? C'est les pauvres qui financent les riches. C'est les pauvres qui financent la santé des riches. Puisqu'on collecte de l'argent chez tout le monde. Et après, théoriquement, en système de couverture médicale universelle, on le dépense ensemble pour celui qui en a besoin. Et bien, 80% de la population se soigne dans le secteur public, elle n'utilise que 38%. Je vous laisse deviner la qualité des prestations ici et la qualité des prestations ici. Donc, ça, c'est l'un des pièges de la couverture médicale universelle que nous avons. Voilà, c'est 80 et 20%, je vous l'ai dit déjà. Alors, pire, les défis éthiques de la couverture médicale universelle. Nous, médecins, je vais développer un peu là. Nous, médecins, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le curatif. Le préventif, il n'attire pas les laboratoires, il ne fait pas de publications. De toute façon, c'est... D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? La Caisse nationale d'assurance maladie, elle s'est fait avoir. Parce que quand j'ai fait les comptes de la santé, moi, pendant un an, 0,5% des dépenses de santé vont à la prévention. Alors, si vous voulez faire un système de couverture maladie universelle, on ne peut pas réserver 0,5%. Rappelez-vous, vous êtes tous des hypertendus potentiels, vous êtes tous des coronariens potentiels, etc. Nous sommes tous. Parce que nous allons vivre plus longtemps, parce que nous mangeons trop de sel, parce que nous mangeons trop de sucre, etc. On ne peut pas consacrer. Deuxième piège. Donc, premier piège, la couverture médicale universelle, c'est ceux qui savent se défendre et qui vont utiliser les fonds. Les autres, dans le système public, automatiquement, donc l'hôpital n'a pas de... Deuxième piège,
la prévention, elle est inexistante. L'éducation sanitaire. Et pour nous, professionnels de la santé, on n'a pas la culture de la bonne gouvernance. En France, j'ai vu, ça n'existe peut-être plus. Les gens affichent le coût de chaque examen complémentaire. Vous allez voir votre spécialiste, il faut passer par le médecin généraliste, votre médecin que vous déclarez. Votre médecin ne peut pas vous prescrire 10 examens par an parce qu'il a tout de suite sur l'ordinateur de bord le nombre d'examens qu'il est autorisé de prescrire par an. S'il dépasse, il a un contrôle et c'est peut-être pas très agréable, mais quand même c'est des fonds communs, c'est notre argent, c'est le cube, dans le fameux cube. Donc nous n'avons pas cette culture de gestion commune des dépenses. Et nous, médecins, on va aller vers ce qui est le plus coûteux. Bon, là, pour le professionnel, il y a des défis. La responsabilité individuelle, quand on installe une CMU, devient une responsabilité communautaire. La pensée en communauté et pas en malade, ne pas aller défendre l'indéfendable, parce que l'indéfendable, ce que vous allez donner à Pierre, vous allez lui prendre l'argent, c'est évident, sauf si c'est nécessaire, bien sûr, mais dans la mesure où la hauteur de cette composante financière vous le permet. Deuxième chose, c'est que les politiques ont décidé de mettre une CMU, mais ils n'ont pas forcément été intelligents, parce que, en tout cas en Tunisie, parce que une CMU, d'abord, c'est les citoyens, c'est les politiciens, c'est pas uniquement les politiciens, c'est les décideurs, c'est la société civile, c'est les financiers, c'est des fonds qu'on doit gérer, c'est des fonds. Et aujourd'hui, je ne suis pas malade, mais je cotise, et mon argent, je veux le retrouver le jour où je suis malade. Donc, et tout ça autour d'une même table pour gérer ces fonds, pour encourager la bonne gouvernance, une médecine de santé publique factuelle, pas le médecin qui décide tout seul, et strictement régulé. C'est des mots qui ne plaisent pas aux médecins, c'est des mots qui ne plaisent pas aux professionnels, et pourtant, notre métier a changé, il faut l'accepter. Nous sommes mandatés par la société, on revient à la première diapositive, pour maintenir un état de santé avec, dans la limite de ce budget que l'État a fixé ou que nous avons connu, avec une redevabilité et une transparence indiscutable, parce que l'argent que vous avez dépensé, c'est l'argent de tout le monde. Pourtant, cela ne va pas de soi, parce que l'autonomie peut s'opposer à l'équité. Moi j'ai vu des gens, cancer des branches métastasées, je veux une chimiothérapie pour mon père. Écoutez, on ne peut pas payer une chimiothérapie pour votre père, il a un pronostic très réservé. Parce que l'argent qu'on a dépensé pour votre père n'est pas. On va le prendre à d'autres qu'on peut guérir. Il y a une tension, un dilemme entre l'autonomie. Oui, mais j'ai cotisé toute ma vie. Il a cotisé toute sa vie. Il a le droit d'être soigné. C'est son droit. Comment on fait? C'est uniquement par la transparence et le dialogue. Le curatif versus le préventif. Nous, professionnels de la santé, on ne pense qu'au curatif. Je vous donne un exemple dans mon pays, en Tunisie. Le mec, on lui pose 5 stents, en coronaro évidemment, tout ça, et il sort avec 3 grammes de glycémie et 20 doses de tension. Bien sûr, les 5 stents, ça ramène de l'argent, mais réguler une glycémie et l'hypertension artérielle, c'est rien du tout, c'est une consultation. On ne peut pas continuer à laisser les gens faire ça. D'accord? L'individu face à la société, le public face au privé. Le privé, vous avez vu, qui prend. Et seule la délibération démocratique, le rationnement, c'est pas un mot qu'on aime, un principe
sur des résultats divergents d'un processus équitable, la voix des consommateurs, la courbe d'apprentissage social, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des pays qui ont plus ou moins réussi. Le Canada, je crois, le Québec avait un système de santé qui est au bord de la faillite. Parce que les caisses au Canada, elle n'a plus d'argent, elle sera en faillite, c'est fini. Et bien ils ont fait un effort et maintenant ils ont réussi à redresser le système. Ils ont un système de couverture médicale universelle très intéressant. Le risque, c'est le lobbying, c'est les débats, c'est jouer sur les patients, sur le pathos, voilà, comment il a 3 enfants malades, où il est ici, etc. C'est le professeur Adel, on ne lui permet pas de faire la chirurgie qu'il pourrait faire, etc. Oui, mais si c'est une chirurgie qui va coûter ce que vont coûter, je ne sais pas, discutons et ensemble voyons si c'est utile ou non. Et puis voilà, faire des choix transparents, c'est la clé. Alors, il y a un problème énorme qui se pose dans nos pays, c'est l'exercice dans le privé et l'exercice dans le public. Donc, un phénomène très répandu et qui mine tout ce que je viens de dire. Parce que l'hôpital ne sert plus qu'à attraper les malades, plein de conflits d'intérêts. Le professeur Benamar, il est les 3/4 de la journée à la clinique, on le voit une demi-heure à l'hôpital. Quand il ne prend pas la boîte d'instruments de l'hôpital pour aller opérer dans la clinique, de la main à la main, il prend de l'argent et tout le secteur est corrompu par ça. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de payer M. Benamar à la hauteur. Oui, devant chez vous, il y a tous les jours des gens qui passent qui ont faim. Pourquoi ils ne sautent pas la barrière, ils cassent la vitre, ils ne volent pas chez vous? Au moins, eux, ils ont faim, vous n'avez pas faim. Donc, c'est un problème énorme. Et quand on veut instaurer une CMU dans ces conditions, c'est pas possible. Et ça, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir chez nous. On ne peut pas avoir. Vous dites au ministre, il dit oui, mais si je fais ça, il n'y a plus de professeurs à la faculté. Oui, mais de toute façon, ils ne sont pas là déjà. Donc, voilà, bon, on passe. La durabilité est importante. Quand on instaure une CNU en Tunisie, là, les caisses sont en faillite. Parce qu'ils ont décidé que la contribution était de 6,75%. Donc, on va dire 60% payé par l'employeur et 40% payé par l'employé. Les projections étaient fausses. Et ils ont instauré évidemment un système de remboursement des hôpitaux et d'autonomie de gestion, etc. Comme les prédictions étaient fausses, alors qu'à Abuja, en 2000, on a décidé que le budget santé de tous les pays en Afrique devait atteindre 15% du PIB. Et on vient de créer une CMU, Caisse nationale de maladie, avec 6,75% des contributions. Résultat des courses, on fournit aux gens les draps, le lit, les médicaments, mais on ne peut pas fournir tout ce que la médecine aujourd'hui offre. Donc il faut réellement la pensée en gestion de fonds. Je m'excuse, j'ai sauté beaucoup de diapositives parce que je dépasse de 9 minutes déjà. Donc, la CNU, c'est un synonyme de dignité, de justice, d'équité, de solidarité. C'est le prix que vous devez payer pour vivre dans une société saine, dans une société où vous ne vous faites pas poignarder pour un téléphone portable au coin de la rue, où vous ne fermez pas les vides au feu rouge parce qu'il y a des jeunes qui ont faim ou qui n'arrivent pas à manger. C'est de responsabilité de tout le monde
de ceux qui dépensent, souvenez-vous, nous médecins, nous sommes les ordonnateurs, le citoyen. Et l'équité, le partenaire. Il faut définir des priorités, car nous vivons dans un monde à ressources limitées, quel qu'il soit, aux États-Unis ou ici. Allez, le système de financement de la santé ayant réussi sont un indicateur d'une gamme d'idéologies philosophiques politiques. C'est un choix politique. Il faut que, vous avez des élections au Burkina bientôt, il faut que le candidat dise quel CNU il faut instaurer et quel niveau et comment il va la gérer. Il ne va pas dire je vais offrir la santé à tous, parce que ceux qui le croient sont naïfs. Il n'y a pas de système idéal, la plupart intègrent un mélange de composants publics, privés, et ça doit se faire dans la transparence. Mais il est frappant de constater que l'obtention d'une couverture maladie universelle abordable, associée à des résultats de santé de premier ordre, est liée à la démocratie. Parce que la démocratie permet de faire des choix ensemble. Voilà. Voilà ce qu'on peut se permettre. C'est comme si vos enfants ils disent papa, achète-moi une moto. Ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas t'acheter une moto parce que je dois en acheter une à ton frère aussi. Je n'ai pas les moyens. Ou papa, achète-moi un jeu vidéo. Ben non, ce sera quand on ira mieux. Voilà. Le gestionnaire, chaque pays fait son expérience en fonction des moyens dont il dispose. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les universitaires doivent être les garants de la méthodologie, ou en tout cas du savoir. Ils ne sont pas les garants des pratiques, parce qu'il y a différents modes de pratique, et les universitaires pratiquent souvent à l'hôpital, ils ne connaissent pas peut-être tous les hôpitaux régionaux, périphériques, mais par contre, ils sont une pièce essentielle dans cette structure. Les enseignants doivent être formés et suivre la méthodologie que je vous ai dit. L'industrie, c'est le ministère de la Santé qui, avec les organismes en charge de la DPC, du développement professionnel continu, qui vont financer et de façon transparente cette annuelle. Alors, le développement professionnel continu ne concerne pas que les médecins. Vous, médecins, nous, médecins, sont les infirmiers, sont les techniciens supérieurs, sont les pharmaciens, sont les autres catégories professionnelles. On ne pourra pas réussir. Donc, il y a aussi une interaction entre les organismes, le Conseil de l'ordre des pharmaciens, des médecins, des dentistes, les sages-femmes, les techniciens d'anesthésie, etc., qui eux aussi doivent participer à ce programme. J'ai presque fini. Il faut une incitation. Mais comme devant toute cette décision, si on veut qu'elle soit appliquée, il faut qu'il y ait la carotte et le bâton. Et je ne sais pas si en France, il y a des sanctions pour ceux qui ne suivent pas, mais il faut réellement beaucoup d'incitation. Encore une fois, la formation qui parvient, l'employeur qui permet à son employé de partir, le type qui ferme son cabinet et qui peut venir 2 jours tous les trimestres, etc., etc. Les sociétés savantes aujourd'hui sont devenues malheureusement dans des congrès des sociétés de promotion de produits. C'est-à-dire, elles font un congrès, le programme est fait avec l'industrie, alors il y a souvent l'antibiothérapie, tout ce qui rapporte de l'argent, ce que l'industrie décide, et avec les stands qu'on loue, les halls de tels qu'on loue, et qui donnent de l'argent. Et alors tout le monde s'en fout des conférences qui sont faites n'importe comment, on donne des diapositives, les gens dorment dans la salle, et le type il dit ce qu'il veut dire, et à la fin, on va dîner, on passe 3 jours, c'est fini tout ça. Ça c'est le modèle des congrès, moi je les appelle des congrès, comment on appelle ça,
pas shopping, mais un show de l'industrie. En fait, on utilise la société savante pour ramasser de l'argent, louer des mètres carrés au laboratoire, etc. Alors c'est très bien pour la convivialité, parce que si on a fait nos études ensemble et qu'on exerce, on se retrouve, on est heureux, on est content, c'est très important. Mais ça ne suffit pas, Les sociétés savantes doivent se remettre en question. Et malheureusement, il y a une lassitude des congrès. Bon, on vient parce que ça permet de sortir du boulot 3 jours, mais elles doivent exister, mais se remettre en question et développer des processus de développement. Rares sont ceux qui rentrent d'un congrès et qui changent leur pratique. Je n'ai pas mis les études. On assiste au congrès 2, 3, 4, 5, 10 ans, on ne change pas de pratique. Or, s'il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est qu'à la fin d'une formation continue, on change certains détails. On ne va pas changer totalement sa façon d'opérer ou sa façon de soigner telle ou telle pathologie, mais on demande tel bilan rare, les impacts de formation continue. Alors, la question qui a été ancienne, et c'est le doyen Roland qui la pose, pourquoi ou est-ce qu'il faut certification et recertification? Ce mot effraie. Pourquoi nos médecins on serait soumis à une recertification? Peut-être parce que les pilotes sont soumis à une recertification. Et parce qu'ils sont à 10,6 dans la courbe de ce côté. Pourquoi nous? Pourquoi pas les ingénieurs? Pourquoi pas les administratifs, etc. Je l'ai entendu ce mot, mais quelque part, peut-être, la mise en œuvre de programmes, etc., pourrait éviter cette procédure. Vous savez, j'allais à l'ASA, l'ASA c'est le congrès américain. Et alors, je vais vous faire un aveu, il fallait acheter les tickets. Et c'était $15 le cours. Et bon, j'en ai acheté 5, 6, et après, moi j'ai 3 enfants. Et ils veulent des tennis, des jogging et tout ça. Bon. Donc, j'attendais à la fin de la conférence et je rentrais par la porte de sortie pour assister à la conférence. Donc, je tournais. Mais c'était pour le bien, c'était pour assister à la conférence. Honneur et probité, d'accord. Mais bon, je payais 400 € déjà l'inscription. Je vais vous dire, parce que moi j'y allais venir, l'inscription c'était $400. Et l'organisme de CME américain demande aux médecins d'amener la preuve qu'ils ont été au cours. Donc ils achetaient les billets et ils allaient se promener. Ils ont envoyé la validation, donc comme il leur fallait tant d'heures de formation continue, ils allaient se promener et la salle était aux 3 quarts vide, alors que théoriquement c'était vendu. Bon, maintenant ils ont fait des badges avec le code ABA, quand vous entrez et vous sortez, ils savent combien vous êtes resté et tout ça. Mais la recertification va nous obliger à truander et à faire des choses qui ne sont pas bien. Moi, je ne suis pas pour la recertification. Moi, je suis très réservé sur la recertification. C'est un débat. Voilà, donc la formation médicale continue, le développement professionnel, c'est une idée que beaucoup de gens, beaucoup de pays ont du mal à mettre en place. Beaucoup de pays, même en France, beaucoup de pays ont du mal à mettre en place. Aux États-Unis, je vous ai raconté cette anecdote, mais il y en a d'autres. Voilà, je ne sais pas si vous avez en tête des exemples de développement professionnel continu réellement efficient qui marche bien. Peut-être André. Moi, je travaille avec des médecins
si l'industrie les invite à des congrès à San Francisco ou à Shanghai, tout ça, ils y vont. Sinon, il y a 3 ou 4 qui lisent et 90% ne lisent pas. Pas uniquement dans ma spécialité, là, dans toutes les autres. Il n'y a rien d'autre. Je vous remercie. Donc, s'il y a toujours des autres nombres, question. Bon, c'est évident, c'est clair. Donc, nous allons dire grand merci aux formateurs.